Monsieur Burdisso, je vous remercie de m'accorder cet entretien pour les archives municipales d'Antibes, donc dans le cadre d'une campagne de collecte de témoignages sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes né en quelle année, monsieur Burdisso? 1927. Et vous êtes né à Antibes? Né à Antibes. D'accord. Et la famille, depuis quand est-elle antiboise? Alors, c'est le grand-père qui est arrivé à l'autre siècle. Hein, et mon père est né à Cannes en 1896. Et mon père était resté à Cannes comme pâtissier. Et après, quand il a eu 16 ans, il est revenu à Antibes, où il y avait mes parents. Et il s'est engagé à mes grands-parents. Et il s'est engagé pour 14-18. À 18 ans, à 16 ans. Et quand il m'en parlait, après, il me dit, j'ai fait ça parce que comme la France avait accepté mon père, je voulais rendre ça à la France. Et il a fait toute la guerre. Et il est revenu, une balle dans le genou, pied gelé et poumon gazé. Voilà. Et il a continué sa pâtisserie et il a monté une pâtisserie à Antibes. Ça en 1921. Voilà. Moi, je suis né en 27. Et la famille était originaire d'où avant? Alors, d'arriver de Caru, c'est proche de Mondovì. En Piémont. En Piémont, c'est le Piémont. Et mon grand-père est venu là, il était serrurier. Il a été serrurier. Ici, il avait un grand magasin de serrurerie, enfin un atelier de serrurerie. Et c'était le seul serrurier d'Antibes. Et il a fait venir un ami qui c'était le seul menuisier d'Antibes à l'époque. Voilà. Et votre père est le premier de la famille à être pâtissier? C'était le premier, c'est le premier. Il a fait son apprentissage à Cannes. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait, il m'a fait une grande maison. Puis il est venu travailler à Antibes, chez Océlie. Océlie, c'était là où il y a Petit maintenant, dans la rue de la République. Là. Et après, il a acheté une pâtisserie avec ma mère. Et moi, j'avais 7 ans à cette époque-là. Et vous viviez dans quel quartier en famille? Alors, du quartier Place Nationale et rue Jamme-Close. Au fond de la rue Jamme-Close, mon grand-père achetait, j'ai encore l'acte à la maison, hein, quand il a acheté un appartement là. Et mes parents ils ont acheté une pâtisserie qui était au début de la rue Sade. Je ne sais pas si vous connaissez la rue Sade. Il y a un poissonnier maintenant là. Et là, il est resté 20 ans. Hein. Et après, il est parti de l'autre côté de la place nationale en 1942. Et il est resté jusqu'à sa mort. Et moi, j'ai travaillé avec lui. Je travaillais en Angleterre. Et je suis revenu quand il avait fait un infarctus. Et on a travaillé ensemble un long moment. Il m'avait donné la moitié de ses actions de la société qu'il avait. Et j'ai vendu en 99. Non, 89. À Cotard. Je ne sais pas si vous avez connu Cotard. Mais il est toujours en Antibes. Il a gardé ça 30 ans. Puis maintenant, il a un beau truc sur la route nationale. Alors, votre père s'est engagé durant la Première Guerre mondiale. Ah oui, engagé. Est-ce qu'il vous a parlé de cette période où il était poilu sur le front? Très peu, franchement très peu. Il m'a parlé des copains, tout ça. Mais après, il a fait partie de la fraternelle antiboise, là. Ah oui, d'accord. Où étaient tous qui étaient revenus. Il y a 250 personnes qui étaient revenues. Nous, on s'en est occupés avec la fraternelle, avec mon ami Chapelot. Pour le centenaire, on avait préparé tout ce qui était là, qui était à nous. Là. Donc des poilus à la fraternelle, vous en avez... On les avait, mais il n'y en a plus. Hein. La fraternelle, on n'y est plus que 10. Hein. Vous en avez connu. Mais il y avait 600. Alors, la fraternelle avait 600 adhérents hein, à l'époque. Ah oui.
C'était un truc. C'était vraiment quelque chose de gros. Et vous avez connu votre père avec des séquelles de la Première Guerre mondiale? Ah, complètement, complètement. Hein. Pour les pieds, moi, j'ai vu la dame qui venait une fois chaque 3 à 4 semaines, il arrangeait les pieds. Puis moi, une fois, j'ai couché avec lui à un hôtel en Italie. Mais son emphysème, ça y faisait mal. Hein, ça y faisait mal, hein. Et la balle dans le genou, d'ailleurs, on voyait la trace qu'il avait là. Et il avait la balle, hein, il avait récupéré sa balle. Ah oui. Je ne sais plus où elle est, mais il avait. Il est mort âgé? Non, 68 ans. Ah oui, d'accord. Il est né en 64. Il est mort en 64. Alors, enfant, donc, vous étiez enfant dans les années 30, 1930. Oui. Et vous étiez à l'école du quartier, Alors, oui, à Guinemer. Oui. Là, je me suis fait jeter parce que j'avais fait une connerie. On m'a envoyé à Polared. À Polared. Et là, j'ai passé mon certificat d'études à Polared. Et le jour du certificat d'études, la fin, il y avait les clairons qui sonnaient dans les rues. La déclaration de la guerre était faite. Ça, je me souviens de ça parce que ma mère était avec moi et les copains aussi. Les trompettes sonnaient. Voilà. Et après, j'ai fait apprenti pâtissier avec papa. Voilà. donc à partir durant la guerre. Durant la guerre, durant la guerre. Et quel souvenir avez-vous de cette période qui s'ouvre avec la déclaration de guerre? Déjà de la première partie de ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Oui. Il y a eu, à ce moment-là, vous avez des souvenirs de changement par rapport à 1939? Ce que l'on disait sur, par exemple, le front qui pouvait s'ouvrir sur les Alpes avec les Italiens? Non, même pas, même pas. Non, la seule chose que je me souviens, c'est quand les Italiens sont venus nous occuper. Oui. Alors ça, j'y étais. Parce qu'on les a vus arriver sur la nationale où il y a la Porte de France, le bistrot là. Oui. Alors on les a vus arriver. Et ils ne chantaient pas, ils sifflaient. Je me rappelle, ils sifflaient tous. Mais là, c'était tout presque de la famille. Un cousin à mon père était dans l'armée italienne. Et il venait manger le dimanche à la maison. Hein. C'est lui qui nous nourrissait parce qu'il avait des trucs, il nous portait à bouffer à la maison. Ça, je me souviens de lui. Il s'appelait Giuseppe, comme ça. Voilà. On garde souvent l'image des Italiens quand ils arrivent, c'était des escadrons de cyclistes quelquefois. Ah ben alors là, quand ils sont arrivés, il est arrivé le gars à cheval, le commandant, je me souviens de ça, il est arrivé les vélos. Et après, il est arrivé les autres un peu. Et j'ai une anecdote là. Voilà, nous on était à la municipalité, ils étaient quand ils sont arrivés. Enfin, déjà dans la municipalité, le maire était là. Et eux, ils arrivent, et ceux qui étaient au fond, derrière, ils avaient la guitare dans le dos. Hein. Voilà. Et il y a un petit Italien qui est venu vers nous, il nous a demandé si parla italiano. Il dit, non, on parlait tous un peu italien. Il m'a dit, come si dice, signorina, cosa facciamo stasera? Alors on dit, mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et avant de partir, il a sorti les cigarettes et nous a offert une cigarette à chacun. Voilà, mais ça nous a fait rigoler de dire, tel type, il quitte le peloton pour venir parler de ça. Bon. C'était un beau petit Italien, tout agouminé, là, je le revois encore. Voilà. De cette période de l'occupation italienne, est-ce que vous avez, il y avait une activité beaucoup moins sympathique, celle de l'OVRA. Est-ce qu'il y a eu aussi une action de l'OVRA ici, vous le savez? Non, ça, ce que je me rappelle, c'est les chemises noires, ça oui. Ah oui, il y avait des activistes des vrais fascistes. Et il y avait Venturi, qui était chef de la maison italienne, je ne me souviens plus comment, Casa d'Italia, ça s'appelait,
qui était dans une rue. Et un jour, il est venu, il descendait la rue de la République à cheval, chemise noire, le petit pompon, là. Et dans la rue de la République, comme ça a impressionné, ça a impressionné. Par contre, ils avaient le truc des Italiens, comme était place de Nice nationale, il y avait où ils gardaient, les Italiens étaient là. Et, parce qu'il y avait le couvre-feu aussi. Hein. Oui. Et là, c'est eux qui faisaient les patrouilles. Ça, je me rappelle, les patrouilles de couvre-feu, c'était eux qui étaient là. Et la maison d'Italie, c'était là-bas. La Casa d'Italie, c'était plutôt les choses pour les Italiens civils. Oui, je comprends. Pour la communauté Voilà, italienne. Essayer d'embrigader Voilà. la communauté des civils italiens. Alors, du côté des autorités françaises, à partir de juin 1940, c'est le maréchal Pétain qui est au pouvoir. Mais oui. Alors, comment ça, d'après vos souvenirs, les souvenirs que vous avez de cette période du régime de Vichy, des autorités? À l'école, par exemple. À l'école. Et puis nous, à l'école, on était allés attendre le maréchal à la gare de SNCF, là. Ah bon? Ah oui, et on avait tous le petit drapeau. Ouais. Maréchal, nous voilà. Devant toi, le sauveur de la France. Mais on y croyait à ce monsieur. On y croyait, franchement. Hein. Même nos professeurs, il avait peut-être pas sauvé la France, mais il avait arrêté une catastrophe. Voilà, c'est ça qu'on passait. Et ben là, on a chanté ça, on a chanté. Avec l'école Paul Arène, on allait au Fort Carré s'entraîner. Il y avait on était les cobayes. On faisait les cobayes, on faisait les courir, la tension et tout ça. Et on chantait quelque chose, je me rappelle, je me rappelle pas bien, je puise dans ma tête là. Je ne me souviens pas. Mais c'était, regardez le sport a pris sa place, regardez-les avancer. Les yeux pleins de soleil. Enfin, c'était vraiment le sport qui était. C'était patrie, machin, je ne me rappelle plus trop bien comment c'était. Vous connaissez ça? Non, ce chant, je ne le connais pas. Alors c'était. Patrie, honneur, je ne me rappelle plus de tout ça. Mais le général, moi je l'ai vu, le maréchal plutôt. Alors, et à l'école, comment ça se passait? Il y avait des cérémonies particulières parce qu'il y a eu un culte au maréchal? Pas spécialement. On n'était pas trop concernés. Hein. Mais enfin, on parlait beaucoup du maréchal. Hein. Le matin, il y avait quelque chose du maréchal. C'était les professeurs qui avaient ça dans la tête et ça étonnait. Mais plusieurs fois, on est sortis en chantant Maréchal nous voilà, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et à quel moment on a commencé à avoir, on pourrait dire, d'autres nouvelles, c'est-à-dire celles de la résistance qui commence et du gouvernement du général de Gaulle à Londres qui commençait à... Ben là, c'était la radio de Londres hein, qu'on avait. Hein. La BBC non, c'était Londres. Les Français parlent au français. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Ça, on l'a vécu hein, à la maison. Hein. Mais alors, on écoutait presque avec un drap sur la tête. Hein. On était 5 ou 6 dessous, là. Et puis, il y avait des petits messages personnels là, de Londres. Mais là, c'était déjà vers la fin que les Italiens partent. Hein. Et après, quand les Allemands sont arrivés, c'était pas la même sauce. Hein. Quand ils sont arrivés, eux, hi-ho, hein, c'était. Et pareil, ils sont arrivés là-haut. Hein. Il y avait déjà les tanks, il y avait tout le monde en place. Hein, là, pour boucher les rues, ils sont arrivés là, et bon, cela, c'était pas pareil. On a vu que c'était pas pareil. Vous avez senti un changement de... Ah, complètement. Hein. Là, ça faisait pas rire. Hein. Donc là, on est à la fin 1943. Non, 42, hein. 42. Et là, alors après, c'était les patrouilles. Il y avait même les
les rassemblements à 3 personnes, c'était un maximum. Hein. S'il y avait 5 personnes, ils venaient. Hein. Et toujours le couvre-feu. Hein. Le soir couvre-feu, sévère, un couvre-feu. Hein. On pensait, à propos de la résistance locale, vous aviez des informations, vous connaissiez? Très peu, très peu. Alors, moi, je faisais partie de l'école des métiers. Et on allait à l'école des métiers, et c'est là qu'on a formé un groupe. C'était un Alsacien qui était notre professeur, et il nous parlait toujours, les Allemands, tout ça. Enfin, lui, il était à fond, mais il était en relation avec Vérine, le commandant Vérine. C'est ce qu'il nous disait. Hein. Et là, on a formé un petit groupe, on se connaissait pas grand monde, hein, parce que le truc, c'était de ne pas avoir trop de renseignements, c'est ce qu'il nous disait. On ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Bon, et là, on a fait partie de la résistance, et presque tous qui étaient avec lui, on était 6 ou 8, hein, pas plus. Hein. C'était lui notre professeur. Et là, ce qu'on a fait, une réunion ou deux, démonter une mitraillette, regarder tout ça, et on faisait ça pendant le couvre-feu. Hein. Dans le vieil Antibes, ça avait lieu cette réunion. Hein. Voilà. Et là, et après, on faisait partie, on était les 8 là, des équipes nationales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des équipes nationales. On était attachés avec les pompiers et la défense passive. Et quand il y avait l'alerte la nuit, les avions qui arrivaient, l'alerte qui sonnait, on rejoignait le Palmarium. C'est où il y a le grand hôtel sur la place de Gaulle. Et là, on attendait, s'il y avait des besoins, on partait avec ça. Et c'est là qu'on se retrouvait la plupart du temps. Hein. Ce qu'on est allé faire une fois, c'était des Croix de Lorraine avec le W, sur des voitures, sur choses. Mais on l'a fait qu'une fois. Hein. Parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux. Parce que les Allemands, la nuit, tac, tac, dans la ville, on les entendait. Hein. Ils avaient des souliers ferrés, je ne sais pas si vous avez entendu ces chaussures-là. Et moi, une fois, avec le copain, on sortait d'une rue, de la rue de Fersin, là-bas. Et on les a vus, on a vu la lampe électrique. Celui qui était devant, il avait une lampe électrique. Loin, on l'avait vu. On a juste eu le temps de se tirer. Hein. Et ils sont repassés de l'autre côté. Là, on les a vus. Le type devant, il était avec le chien. La lampe électrique, il y avait une patrouille avec lui. Et là on a mouillé. Hein. On a mouillé. Et après, moi, pour parler de la libération, la nuit de la libération, la veille, on était au Palmarium, et derrière le Palmarium, il y avait un grand champ. Et à partir de 7 h du soir, on les a vus partir. Et on était dans le pré, il y avait un pré, on était dans le pré. Jusqu'à minuit, ils sont partis. Hein. On les a vus passer, il y avait au début les voitures, après les chevaux, à la fin, c'est des petits papiers. On les a vus passer. Et alors on disait à notre chef, on disait, et si on en faisait rentrer 2 ou 3 là, on les désarme. Boum, tout laissez-les partir. Ça peut être un désastre. Voilà. Là, c'était le 23 ou le 24? Dans la nuit du 23. Du 23, oui. Le 24 au matin, alors moi, il m'a dit, ils sont venus de la mairie nous dire, ça y est, c'est parti, c'était tout parti. Et moi, on m'a envoyé, avec mon brassard, pas de franc-tireur encore, pas de franc-tireur de FFI, Force française de l'intérieur, ça je ne l'ai pas eu le premier jour. Là, j'avais encore mon marché. On m'a envoyé à l'hôtel du Colonial, qui était sur la route de Jean Lépin, là. Il y avait un hôtel, et ils m'ont dit, là, tu laisses passer, tu bouges pas, tu laisses passer, s'il passe quelque chose, laisse passer. Et parce qu'il m'a dit, là, c'est miné. L'hôtel était tout miné. Hein. Et je suis resté là, et il n'est passé qu'un soldat, un type comme moi, et quand il m'est arrivé devant, il m'a tapé. Il m'a dit, la voie de Nice.
Alors je lui dis, ben, la RN7, celle-là. Et il est parti, il a continué. Là, la police est venue, il y avait des mineurs dans la police. Et on est allé, voilà, et c'était tout miné, hein, vraiment tout miné. Le gars, il s'y connaissait, il y avait même des lapinières qui étaient minées. Il m'a dit, regarde là, regarde, c'était leur grenade à manche qu'ils avaient, c'était dedans. Le fil, il m'a dit, si on ouvre ça, off. Et je suis resté là jusqu'à midi. Ah ouais, alors voilà. Ça, je ne devrais pas le dire, je le dis quand même. Moi, je m'étais ramassé une belle veste en cuir allemande, des demi-chaussures allemandes et un poignard. Et je l'avais plié, je l'avais mis sous un escalier. Et on est venu me relever, c'est un autre qui est venu à ma place. Quand je suis retourné l'après-midi à mon poste, là, j'arrive, le type, il était habillé avec mes bottes, ma veste et mon poignard. Et j'ai dit, oh, mais ça, c'est à moi. Tu l'as pris à ma dessous? Oui. Mais c'est à moi. Il m'a dit, non, non, maintenant, c'est à moi. Ça fait que je n'ai pas eu mon beau uniforme. Voilà. Et puis après, le soir, j'ai été relevé et j'ai couché encore en bas sous le... Et j'avais rapporté des boîtes de conserve qu'on a bouffées tous ensemble, en bas dessous. Et le lendemain, mon copain n'était plus là, il était allé à la poste. À la poste, ça bougeait, la poste était prise. Et la caserne de Gaza. Hein, voilà, là. Après, je suis revenu sur la caserne de Gaza. Et après, la caserne de Gaza, il y a eu tous les prisonniers. Hein. Et après, on les a transférés au Fort Carré. C'était des prisonniers allemands? Non, 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 tous des types de collaborateurs. Hein. D'accord. Tous des collaborateurs. Et ceux-là, après, on les a menés là-bas. Je n'étais pas, moi, pendant le transfert. Ils ont emmené là-bas, mais après, nous, on était les quelques-uns qui restaient, parce qu'une partie de nous se sont engagés à partir avec les Américains, habillés en Américains, parce qu'on n'était plus... On avait le brassard à ce moment-là. Oh, j'ai une photo, je vous crois. On avait le brassard Force française de l'intérieur, et on était rattachés à Commandant Virina. D'accord. Voilà. Quels sont les souvenirs que vous avez de l'arrivée des Américains? Alors là, je vais vous dire, hop, là, les Américains, quand les Américains sont arrivés, j'étais encore sur le pont du Colonial. Et là, les Américains arrivent, mais il y a un blocos qui a explosé. Boum! Mais alors un beau boum. Hein. Et les Américains, ils sont stoppés à 300 mètres dans le virage là-bas. Ils sont stoppés à cause de ce truc. Et là, nous, on a vu passer les 3 bonhommes en morceaux. Hein. Et il y avait la police qui était là, tout ça. On est allé, on a tout ramassé les morceaux. Et après, les pompiers sont arrivés, les morceaux. Il y a une dame qui est très au courant de ça, là, qui a parlé autrefois de ça. Et ils ont pris, ils sont menés à l'hôpital. Et moi, je suis rentré. Alors, on est allé chercher les Américains parce qu'ils ne bougeaient pas là-bas. Hein. On a dit, c'était rien. Ils sont venus, puis ils sont rentrés. Et là, je suis resté, moi, là. Puis, je suis rentré encore à mon poste, en bas, sous le palmarium. Et le matin, une dame était venue et a dit, vous savez, il reste un bras sur la voie de chemin de fer. Alors, il m'a dit, le machin m'appelle, notre chef, il me dit, tu étais toi hier en bas? Oui. Eh bien, vous avez oublié un bras. Tu veux y aller? Ben, je suis allé chercher le bras qui est resté sur la voie de chemin de fer. Un gros bras comme ça, tout gonfle. Alors je l'ai pris, je l'ai mis sur le mur, le petit muret, et j'ai dit, je vais aller chercher un drap dans l'hôtel. Mais c'était tout fermé. Alors, je veux dire ce que j'ai fait, il y avait une affiche de cinéma collée, je l'ai arrachée, c'était avec Fernandel, un de la Légion. Je l'ai mis de bras dans le dent, je l'ai roulé, il y avait du fil de fer, je l'ai pris et je l'ai mis sur mon vélo. Sur mon vélo, j'avais
un truc honoré comme ça, on mettait le maillot de bain, là. Et j'ai mis ça là, et je l'ai mené là. Et quand je suis arrivé à la Porte de France, il y avait les pompiers. Il y avait Louis Page. J'ai appelé Louis Page. C'était un petit monsieur que je connaissais bien. Hein. J'ai dit, Louis, vous allez où? À l'hôpital. Il dit, TV, là, tu as le bras à mettre avec le reste. Et voilà, ben ça m'est resté, Ah oui, je comprends. Voilà. Et les morceaux, vous aurez des nouvelles de là-dessus, sans doute. Ils ont ouvert un blocos, mais il faut voir ce que ça avait fait. Hein. Le blocos avait explosé, et les morceaux, ils sont passés. Moi, je me rappelle de voir des têtes, de voir des bustes, et dans les jardins à côté, il y en avait des morceaux aussi. Hein. Il y avait... Alors, moi, après, j'ai appris par le monsieur qui avait été tué que son fils est venu me voir. Mais longtemps après, hein, parce qu'on avait dit qu'ils étaient allés cambrioler le blocos. Mais d'après lui, son père avait une mission d'aller ramasser des armes à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et voilà, ça c'était la libération d'Antibes. Alors la libération, c'est aussi le soulagement et l'enthousiasme. Ah, complètement, complètement. Qu'est-ce que ça a été cette fête justement de l'arrivée, de voir l'arrivée des Américains, les libérateurs? Oui, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des FTP qui étaient là. Il y avait 50, ceux qui venaient du maquis, il y en a des gens qui sont venus. Hein. Oui, aussi. Il y avait des jeeps, des tractions avant qui baladaient partout. Ça a été bien, mais un peu de pagaille hein, quand même. Hein. Il y avait un peu de pagaille. Il y en avait qui réglaient les comptes hein, quand même. Ça, voilà. Et après, je me souviens des femmes à qui on coupait les cheveux, hein, sur la place nationale. Ils venaient les chercher à la caserne, là, et 4 ou 5 femmes, on taillait les cheveux. Et alors, ça c'était la fête, tout le monde. Vous avez connu le vieux Cosca Music, Antibes? Non. Il était de ce côté, maintenant ils l'ont fait de l'autre côté, mais là il y avait le Cosca Music. Et c'était sur le Cosca Music. Le coiffeur n'était pas loin, il était juste au coin de la rue. Là. C'est lui qui venait, qui coupait les cheveux. Là. C'était peut-être quelque chose de triste. Là. Ça a duré combien de temps, on pourrait dire, ce défoulement ou cette justice expéditive, juste après la libération, d'après vous? Enfin, Le temps que les autorités reprennent les choses en main, ça a duré quelques jours ou... Oui, quelques jours. Quelques jours. Parce qu'après, la mairie était tout à fait à part après. Hein. Oui, c'était les autorités. Je ne me souviens plus qui c'était. C'était un pharmacien, je crois, qui était déjà là-dedans, le premier. Je ne me souviens plus bien de ça. J'étais moins intéressé que par le reste. Hein. On avait fait beaucoup d'air. Ah ben, une fois, on est parti arrêter ce gars que je vous parlais, là, Venturi. Ils avaient vu la lumière allumée dans la villa où il habitait, près de Westveller en haut. Et un matin, on est parti, police, pompiers, tout ça, et la gendarmerie avec, on est parti, et nous aussi, on est partis, mais il n'était plus là. Il n'était plus là, il y avait effectivement, ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu qu'il y avait une présence là. Celui-là, on ne l'a jamais eu. Hein. On ne l'a jamais eu. Enfin, c'était un moment heureux quand même. Enfin, depuis voir les Allemands, c'était sûr que c'était heureux. Hein. Et puis il y a eu des ennuis, il y en a qui s'étaient minés là. Alors la Salie s'était minée. Il y a eu 2 types qui se sont fait sauter les jambes là. Hein. Et des bien connus d'Antibes. Hein. Mais l'après-midi ou le lendemain, c'était une belle pagaille. Hein, belle pagaille. Après ça, c'est un peu stabilisé, c'est sûr. Mais il y avait des règlements de compte qui n'auraient pas dû avoir lieu, peut-être. Voilà. Vous avez ça. Et là, en prisonnier, là, je crois qu'il y avait 300, il y avait presque 200 femmes arrêtées. Hein. Et des gars, il devait y avoir presque 200 personnes. C'est là, ouais. Non, ici, à Gaza. Et après, en bas, il y en avait moins parce qu'ils en avaient envoyé à Nice, hein, des choses comme ça, mais il y avait moins de monde.
Mais tant de collaborateurs arrêtés, est-ce que ça suppose qu'ils avaient été arrêtés aussi dans les environs, pas qu'à Antibes? Ah, ça, c'est possible, ça, je ne suis pas certain. Enfin, moi, j'en connais quelques-uns qui étaient. Il y en avait un qui vendait l'Action française. C'était monsieur Bacigalupi. Je le connaissais bien, il habitait à 100 mètres de chez moi, il vendait l'Action française. Et puis je connaissais deux, trois qui étaient dans les francisques, là. Ceux de Darnard, là. Voilà, j'en connais deux ou trois comme ça. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une jeunesse aussi qui avait pris parti oui. au bord, Bien sûr. Notamment dans la milice. Oui. Puis nous, on était, les hommes valides étaient réquisitionnés pour aller faire des trous pour les Allemands. Hein. Et je me souviens de ça, mon père même avait été réquisitionné. Et nous, après, les jeunes, on était engagés par la TOD, organisation TOD. Je suis allé faire des trous pour les Allemands. Hein. Où ça? Alors, des trous, on en a fait. À la villa Jacqueline. Après, sur le plateau de la Croix-Rouge. C'était des trous pour faire les... Là, on l'a fait au Fort Carré. Et après, c'était le dernier. Ah oui, le plus bel endroit, c'était à la Jacqueline. Parce que d'où on était à la Jacqueline, quand les Américains venaient bombarder le pont du Var, hein, et d'en haut, on les voyait une merveille. Hein. Par contre, ils n'ont jamais pu le faire sauter. Hein. Eux, ils tiraient de trop haut. Après, les Anglais venaient aussi. Tous les jours à midi, la sirène. Hein. Et on était payés, hein, là. On était payés. Je ne me souviens plus combien, mais je sais qu'on allait se faire payer. Puis nous, on était l'équipe des copains, on était 7 ou 8 qu'on se connaissait. Hein. Mais on faisait sabotage. Hein. Quand il y avait un robinet, on le cassait. Il y avait des vélos où il y avait des boches avec nous, là, avec nous, qui nous surveillaient. Hein. Et même le cinéma, quand il y avait le cinéma, au Palmarium, il y avait 3 Allemands qui étaient dans la salle, hein, qui montaient, qui descendaient, et les lumières n'étaient pas éteintes, ils en étaient dans un demi-lumière. Et alors là-haut, là, on rigolait. Alors ces réquisitions, on pourrait dire, hein, par l'organisation de TOD, Ouais. Ça c'était dans le cadre des fortifications de la côte, de la défense. Oui, oui, voilà, les tranchées, on faisait les tranchées, on faisait des trucs pour mettre les voitures, vous voyez, tout ça. Et on avait fait aussi des petites tranchées où on mettait les fils électriques, là. Et c'était planté dedans, là. Et à midi, ils ne nous donnaient pas à bouffer, il fallait se porter à bouffer. Oui, ils venaient avec du pain allemand, là. Je me rappelle, ils nous donnaient du pain allemand, là. En boîte, c'était des pains en boîte, comme ça. Et un jour, on a débarrassé une villa. Et on a un copain, Bertucco, il s'appelait. On était 5 ou 6, on y était là. Bertucco, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait une boîte de tabac à priser. Il se la met dans la poche. Et l'Allemand l'a vu, un qui nous gardait. Et Bertucco, quand on est descendu, en bas, tous contre le mur, vider les poches. Et Bertucco, il avait ça. Et ils nous ont menés de la villa Jacqueline, qui en montant vers Carrefour, les mains en l'air, jusqu'à la commandatour. Et la commandatour, là, le type, il s'est fait engueuler. Il y a celui qui était officier, là, il disait, mais nous, on n'a rien à faire avec ça. Ils nous ont menés à la police. Et c'est la police qui nous a gardés. Et le soir, les parents sont venus et ils nous ont relâchés le soir. Il n'y avait rien à nous reprocher. Voilà.
La date me donner une date, je ne peux pas le donner là-dessus. Mais ça, si vous ne voulez pas le mettre, ça ne le mettez pas. Ce serait peut-être mieux. Et voilà. Des sabotages, ils en ont fait. Hein. Un beau sabotage, on faisait ces tranchées et ils tombent sur un gros tuyau comme ça, d'eau. Et il y en a un qui dit, on appelle salamite, il y en a un qui s'appelle salamite. Ils mettent une boîte de conserve dessus et ils disent, salamite, essaye un peu de planter cette boîte à un coup. Salamite, c'était une grande gueule. Et boum, putain, ils ont coupé, l'eau sur Antibes, ils ont coupé. Hein. Putain, il fallait voir le jet d'eau que ça faisait. Hein. Ça, c'était bien. Alors, si je reviens au réseau de résistance dans lequel vous avez participé, d'abord, est-ce qu'il avait un nom, ce réseau? Il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de nom. Ah, oui, il avait un nom. Putain, c'est vrai, j'aurais dû porter le papier. J'aurais dû porter mon papier. C'était le réseau de Vérine. Ça, je ne l'ai pas porté. Parce qu'après, il m'avait fait, quand on a quitté, un certificat d'appartenance. Oui. Voilà. Je ne l'ai pas porté. J'aurais dû le porter. Et par contre, le réseau de Vérine, quand j'ai demandé, je ne me rappelle plus quoi, c'était pas moi qui l'avais demandé, c'était le monsieur, pas Chapelou, l'autre d'avant. Et j'ai pas pu avoir une certaine médaille parce que notre réseau n'avait pas d'historique. Et j'ai appris que le réseau de M. Merly n'avait pas eu de même chose. Il n'y avait pas un historique, c'est-à-dire qu'il était local, mais il n'était pas déclaré sur la grande résistance. Voilà, c'est ça. Alors, quelque chose qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, quand on est jeune à ce moment-là, on a plusieurs choix. On a le choix de rester, disons, tranquille à la maison. Ouais. Il y en a qui ont choisi quelquefois la collaboration, et d'autres, c'est votre cas, la résistance. Mais qu'est-ce que c'est qui motive cet engagement? Parce que les copains étaient là. Oui. C'était surtout ça. Hein. C'était surtout ça, c'était ces copains qui étaient là. Voilà. Ça, tout seul, on a peur. En paquet, on a moins peur. Hein. On avait ça. Mais on était freinés quand même. Hein. On était freinés. Parce que, faites pas les cons, attention, vos gueules, parce que ça fait mal, ça peut faire mal. Hein. Oui, voilà, il y avait ça. Avec les grands, c'est-à-dire Vérine et tout ça, deux, trois que j'ai connus après. J'en ai un que je connaissais, il habitait dans ma maison. C'était l'inspecteur de police Barré. Mais lui, il savait que moi, je connaissais, mais moi, je ne savais pas que lui, il en était. Parce qu'il lui, il valait mieux, il vous faisait peur, hein, il dit, oh, attention, s'il vous arrête, hein, il t'arrache les dents sans t'endormir, il te brûle les ongles, hein, ils te font parler. Alors, ça on ne parlait pas. Hein. Et moi, dans mon groupe, que je connaissais, on y était 6. Baraco, Lanoir, Burdissot, Pizzi, Jules Bouffier. Mon partenaire à moi, c'était Jules Bouffier. C'est avec lui qu'on a fait le plus de petits trucs. Vous avez eu quelle décoration? Alors, médaille de la résistance. Qu'est-ce que c'est qu'on a? J'en ai 4. Reconnaissance de la patrie et ancien combattant. Mais il y en a deux là, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je l'ai mis sur ma demande de trucs, c'est tout. Enfin, j'en ai eu 4. J'ai 4 médailles. Et celle que j'avais qu'on n'a pas eu droit, parce qu'on n'était pas marqué au national, c'était... Bon, j'ai le combattant volontaire de la résistance, mais j'ai pas l'autre, celle qu'il a
comment on l'appelle celle-là? Attends. Ben, celle qu'il a, France Libre. France Libre, on ne l'a pas eu. Voilà. Parce qu'on n'était pas dans la... On n'était pas reconnus. Il n'y avait pas d'historique. Et eux, ils avaient... Les FTP ont eu plus d'historique que nous, parce que lui, eux, c'était les communistes. Ils étaient là. Ils étaient structurés. Structurés. Il y avait aussi les Compagnons de la Libération. Oui, voilà. Alors, les Compagnons de la Libération, ça faisait partie aussi de France Libre. Et celle-là, on ne l'a pas eu. Alors, c'est après la Libération que finalement vous avez appris, vous avez eu plus d'informations sur la période de l'occupation, c'est-à-dire sur ceux qui avaient participé. Oui, oui, oui. Alors que vous l'ignoriez au moment Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. des raisons de sécurité. Qu'est-ce qui se savait à l'époque du régime de Vichy sur finalement sur les rafles, sur très policière? Très peu de choses. Oui. Enfin, surtout dans notre âge à nous. Hein. Moi, j'avais 16 ans, tout ça, c'était un peu à côté. Comment dire, les rafles contre les familles juives, on en entendait parler? Nous, on entendait parler parce que mon père connaissait un juif du Cap et un jour, il a appris qu'il avait été raflé. Voilà, c'est tout. Pas plus que ça. Hein. Après la Libération, est-ce que vous avez vous avez entendu parler d'Antibois qui sont revenus de la déportation? Bien sûr. Ou de la libération des camps de prisonniers? Alors, oui, parce que nous, on était à la réception de ces prisonniers et de ces types, de ces soldats, et de ceux qui étaient dans les brancards. Hein. Et on allait, c'était tous les après-midi, ils arrivaient hein, à la gare. Et nous, on était là. Et un jour, j'étais là, et j'en vois deux, ils étaient, sur un brancard. Et je vais là, oh putain, Louis Dubois. C'était un voisin à moi. Et je savais qu'il était prisonnier, qu'il avait été arrêté, lui, parce que je connaissais son père et sa mère. Hein. Et alors j'ai dit au chef, là, oh, je le connais, lui. Il était méconnaissable. Hein. Et il me dit, tu sais où ils habitent, ses parents? J'ai dit, pétard, ils habitent à l'avenue Thiers, là. C'était pas loin de l'avenue Thiers de la gare. Ben, vas-y, va les chercher. J'ai pris le vélo, je suis allé chez eux, je suis arrivé, j'ai dit, Louis est là. Oh, Louis. Ils sont venus et ils ont pris Louis le même soir. Mais Louis, il était cuit, hein, hein. Et le dimanche, on a été invités chez eux, des 500 amis de Louis, et plusieurs, on était 7 ou 8 hein, à table. Et Louis, il était assis là, mais au moment du repas, il a appelé, oh, couchez-moi, je ne peux plus rester. Il sortait de Dachau, hein, lui, Dachau. Voilà Louis. Et il y avait un autre, je ne me souviens plus son nom de l'autre. Mais je sais. L'autre, c'était faisait partie des PTT, des FTP. Il s'appelait. Ses parents étaient gardiens de chemin de fer à la Badine. Il y avait une voie de chemin de fer là. C'était eux qui faisaient. Enfin, un passage à niveau, il y avait là. Garde-barrière. Garde-barrière. Et après, je l'ai reconnu, après, et on s'est parlé un peu ensemble. Mais Louis, il a eu du mal hein, à se remettre. Hein. Et surtout qu'il était rationné sur ce qu'il fallait qu'il mange, tout ça. Il a mis, pour sortir de là, il s'est mis 3 ou 4 mois. Hein. Et après, il a été pris au ministère de l'armée à Paris. Et il avait fait ses études là, à Rostand. Et il avait été arrêté en même temps que Valégras, on se souvient de ça. Valégras, ils étaient 3 ou 4 qui avaient été arrêtés de son groupe à lui. Pour la résistance. Pour la résistance, complète résistance. D'accord. Alors, dans cette période, c'est aussi un moment
disons, de difficultés à vivre, évidemment, de façon matérielle, avec les rationnements. Bien sûr, bien sûr. Que vous avez connus. Mais comment ça se passait à la pâtisserie, justement? Ouais. Ça, c'est un métier qui devait être très touché, très touché. Alors là, ben, il y avait quand même des distributions par les syndicats, de la farine, on touchait des dattes, je me rappelle, mon père, il touchait des dattes, qui faisaient des biscuits avec les dattes, de la farine, de fenouil, il y avait de pois chiches, et il faisait des gâteaux avec ça. Mais très touché, ça ne marchait pas, hein, ça marchait, rien marchait, hein, ça marchait. Et mon père a été rappelé quand même en 40. Hein. Ah, il a été mobilisé. Et il a été mobilisé quand même. Hein. D'accord. Et il était à Nice à la manutention. Il faisait du pain à Nice pour les soldats en 40. Et après, quand ça a été fini, mais je le revois encore mon père arriver, habillé en soldat, la musette et le fusil. Le soir, il rentrait à la maison. Et la pâtisserie est restée fermée assez longtemps. Hein. Et après, on a touché toujours des trucs rationnés. On a fait les brioches de la Victoire. Voilà, il y avait ça. Et les gens venaient se faire inscrire et ils donnaient un ticket. Et alors, mon père, on avait fait, en 2 semaines, on a fait 3000 brioches de la Victoire. C'était des brioches comme ça. Et les gens venaient avec leur ticket ramasser le contrepartie. Ça avait fait travailler le commerce. J'ai travaillé avec lui, je me rappelle. Je dormais dans le fauteuil, après c'est lui qui allait se coucher. Voilà. Il a été très touché. Mais c'était un des meilleurs pâtissiers d'Antibes. C'était un passionné, mon père. Il ne s'occupait pas d'argent, lui. C'est ma mère qui faisait marcher la boutique, qui comptait les sous. Lui, pourvu que... Je ne suis jamais... Quand on travaillait ensemble, on commençait à... Quand on recommence, surtout le dimanche, samedi, dimanche, 2h du matin, 2h. Moi, je ne suis jamais arrivé avant lui. Hein. Il arrivait toujours il habitait au-dessus, lui. Il a fallu à peu près combien de temps pour que les choses, enfin, qu'on sorte du rationnement après la libération? Ça, je ne peux pas le dire, mais ça a été long. Hein. Ça a été long. Ça a été long. On avait les tickets de tout. Hein. Pour la viande, pour le pain, tout ça, c'était cas. Mais il y avait beaucoup de noirs. Hein. Alors, vous êtes jeune homme, donc, à la libération. Et quels étaient vos projets finalement dans la vie à ce moment-là? Comment ça s'est passé pour la suite? Aucun. Oui. J'étais avec mes parents, j'étais bien. Donc c'était la pâtisserie? La pâtisserie. La pâtisserie. C'était la pâtisserie, ça a toujours été la pâtisserie. Alors à un moment, ceux qui étaient entrés dans la résistance, ils pouvaient continuer dans l'armée aussi. Alors eux, ils ont continué. Alors moi, je vais expliquer. Est-ce que ça n'a pas été votre cas? Oui, ça n'a pas pu être mon cas. Oui. Bon, moi, j'étais là en FFI, et ceux de mon groupe Biofils, tout ça, et on pouvait s'engager dans l'armée. Oui. Bon, moi, là, j'étais au-dessous. On m'a donné le papier, j'ai porté à mon père. Ça, laissez-le de côté. Je suis allé, mon cher ben papa, je veux partir avec les copains, tu me signes ça? Il devait me signer mon papier. Il m'a dit, Charles, je ne te signe rien du tout. Je l'ai là encore. J'ai donné pour toi mes poumons, mon genou, mes pieds. Je ne te signe rien du tout. Je suis retourné voir le commandant Vérine. Il n'a pas voulu le signer. Il a eu raison sans doute. Voilà ce qu'il m'a dit le commandant. Pendant 2 semaines, je ne suis plus rentré à la maison. Hein. J'avais qu'à traverser et pouf, j'y étais. C'est lui qui est venu.
me chercher. Charles. Ah oui, et entre-temps, mes copains qui étaient partis ont été faits prisonniers par les Allemands. Ah bon, expliquez-moi. Alors, ils ont été faits prisonniers. Je ne sais pas où ils étaient, mais enfin, ils étaient en haut. Eux, ils sont allés. Les Allemands, les Américains avaient reculé et ils avaient laissé du matériel. Il y avait Salus était avec eux, hein. Pas Salus, Bionfils. Et d'autres. Il y avait les Fantino, ils étaient avec eux. Mais putain, moi, j'aurais aimé habiller un soldat. J'ai pas pu aller. Et j'ai un copain, Philippi. Lui, il a été moins con que moi. Il a signé, lui, le papier. Là, je me suis un peu dégonflé. Hein. Et il est parti. Et lui, il était dans mon groupe aussi, à moi, là. Et après, lui, alors, après, il a eu sa vie, il était pâtissier aussi. Après, il est venu me travailler chez moi, hein, le type. Mais alors, voilà. Alors, quand mon père est venu, c'est quand il a appris que les autres s'étaient fait prisonniers là-haut. Et il m'a dit, tu vois, que j'avais raison. Ils se sont fait prisonniers. Tu n'aurais rien fait là-haut. Ben voilà, mon père. Mais j'en ai voulu, hein, de ça. Voir les copains partir et rester là sur le cul, ça m'a emmerdé. Mais enfin, Vérine, il m'avait dit, ton père, il a raison. Oui, là, oui, il avait raison. Et lui, alors, mon père, il se dit, tu as vu, si tu étais là-haut, tu serais prisonnier. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. L'essentiel que... C'était les copains. C'est ce qui comptait le plus, c'était les copains. Hein. Comme je disais tout à l'heure, seul, on a peur. Quand on est 4, on a moins peur. Hein. On a 25% de peur, c'est tout. C'était comme ça. Oui. Oui. Je vous fais voir ma photo, là, en force française de l'intérieur. Et alors après, quand je suis resté là, tous les matins, j'allais chercher une corvée au Fort Carré. Là, je suis resté 4 mois là. Quand De Gaulle a enlevé les armes aux forces françaises de l'intérieur, la veille, les gendarmes sont venus. Qu'est-ce que vous avez comme armement? Ben, allez vous les chercher. J'ai dit, où on va? Vous allez voir où vous allez. On est allé, on a remis nos armes. Moi, j'avais un beau que j'avais trouvé au Fort Carré, j'avais trouvé une caisse de fusils, des Lebel, non, des Moser. Oh, putain, ils étaient encore emballés de 40. J'en avais un moi. J'ai dit, j'ai ça et j'ai mon Walter. Bon, mettez là, signez ça. Et voilà, ben, les armes, à partir d'aujourd'hui, vous ne les avez plus. Ah, j'avais 2 grenades aussi, 2 grenades allemandes, désamorcées. Hein. Mais on en avait tous, mais les moins cons, ils sont partis avec leur pétard. Hein. Et j'en ai vu un partir avec la Thompson, c'était la mitraillette. Je ne dis pas qui c'est. et moi, je me suis laissé surprendre. Parce que moi, j'ai dit, oh, on va quelque part. Voilà. Et on était tous désarmés, Ça, c'était la date, ben, fin novembre, je crois. Après, j'étais renvoyé dans mes foyers, provisoirement dans mes foyers. Est-ce que vos camarades ont participé à la bataille de Lotion? Oui, alors là, cela, mais c'était à Lotion. C'était à Lotion. D'accord. Et bien, c'est là qu'il y a eu le problème qu'ils se sont fait arrêter. Mais sur le journal, j'avais lu que les 2 Fantino, vous avez entendu parler de ces 2? Oui. Ces 2, ils ont été emmenés en Allemagne, ces 2. Je ne sais pas s'ils étaient pris ensemble ou quoi. Et après, ben, à la sortie de ça, on avait formé Jeunesse Combat. Il y avait le mouvement combat, nous on était Jeunesse Combat. J'étais trésorier là. J'ai toujours été trésorier, ouais, dans tous les trucs là. Et le président c'était Michel Maupas. Et on avait un truc ici, là, un magasin là, où on avait notre permanence. Et dans une petite rue là derrière, il y avait le mouvement combat.
Ça, c'était après, il y avait... c'était les grands. Et nous, on était bien alimentés en sous. Hein. Ils avaient des sous. Et on faisait des bars pour les militaires. Voilà. Alors, vous êtes rendu à la vie civile, on Oui. peut dire, vous êtes désarmé. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'intéressait, parce que c'était les nouvelles institutions se mettent en place, est-ce que vous étiez intéressé par, on pourrait dire, une prolongation sur le plan politique de l'engagement dans la résistance? Est-ce qu'on pensait que les résistants allaient influencer la nouvelle... Non, moi ça n'a pas été mon cas. Oui, on avait un mouvement, France d'abord, Oui, voilà, ça oui. qui était politique. Hein. C'était politique, oui, parce que le mouvement combat, c'était politique. Il y avait Cornillon-Moulinier, je me rappelle. Vous vous rappelez celui-là? Cornillon-Molinier. Voilà, je me rappelle. Lui, c'était notre chef à nous. Oui. C'était Sud de combat, et nous, c'était Jeunesse combat. Et on avait des types qui venaient, on se réunissait, on parlait politique. Là, c'était, on pourrait dire, les gaullistes. Moi, j'étais gaulliste à fond, hein. J'étais gaulliste à fond, hein, c'est sûr. Est-ce que vous avez vu le général de Gaulle quand il est venu, après-guerre? Alors, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce que j'avais un enterrement ce jour-là. Ah, d'accord. Oui, je l'ai vu dans sa voiture au droit, passer sur la route, et nous, notre corbillard, il était arrêté un peu plus bas. Je l'ai vu, le général. Mais j'ai un ami qui a été blessé dans le maquis, qui a reçu sa médaille de Légion d'honneur. Là. Non, pas de Légion d'honneur, sa médaille militaire, etc. Là. Et moi, après, j'ai été président des combattants volontaires de la résistance. Dernièrement, là, enfin, pendant 20 ans, j'étais. Et là, c'est moi qui me suis occupé de faire le gars qui a été médaillé par le général à Antibes, place des martyrs de la résistance. C'est moi qui ai fait avoir la Légion d'honneur, parce qu'il avait toutes les médailles sauf la Légion d'honneur. Et on y a donné à Jean Lépère, là. Mais lui, il a été en fauteuil roulant assez longtemps. Hein. Il avait pris une rafale dans le dos, là. Monsieur Savio, il s'appelait. Et moi, voilà comment je suis revenu dans les trucs militaires, là. J'allais à la chasse avec un gars que je connaissais, et lui, c'était Monsieur Demougin. Il était adjudant et il s'occupait de la fraternelle. Et alors, un jour en parlant, il me parlait de sa guerre, qu'il a tiré sur un copain pour le tuer parce qu'il était en train de brûler. Et c'était la vraie histoire. Hein. Et toi, tu n'as rien fait. Oui, moi, j'ai fait, bien sûr, ça et ça et ça. Putain, tu ne fais pas partie de nous. Je dis, pour le moment, je n'avais jamais pensé. Il me dit, tu as les papiers? Bien sûr, j'ai un certificat de présence au corps, j'ai là mon livret militaire. Après, on avait été rappelé dans la gendarmerie, j'étais rappelé 3 fois dans la gendarmerie. Avec Mosser, déjà, une fois avant Mosser, et quand il y avait le punch, il y a eu le punch en Algérie, j'étais rappelé, parce qu'on devait intervenir avec la gendarmerie mobile, sur l'aérodrome de Nice. Il devait arriver, les parachutistes sautaient sur Nice. Mais ça n'a pas eu lieu. On a été armés, on était dans la camionnette, on est resté dans la camionnette, et puis on est reparti. Heureusement d'ailleurs. Et il m'a dit, ben, je t'inscris chez moi, tout ça. Bon, je suis devenu dans la fraternelle. Et puis un jour, il me dit, j'aimerais que tu m'aides un peu parce que j'ai plus de trésorier. J'ai dit, ah, mais je t'avais promis que je ne veux rien faire. Hein. Et là, il m'a fait pleurer. Il m'a sorti la carte de mon père et m'a dit, regarde, ton père, il y était à la fraternelle. Bon, allez. Vas-y. Ça fait 20 ans que je suis, plus de 22 ans que je suis à la fraternelle. Président. Je l'ai enterré, d'ailleurs, mon président. J'ai enterré 2 présidents. J'ai enterré mon président des combattants volontaires de la résistance,
qu'après j'ai pris sa place. Et après, j'ai eu, lui. Ah, que c'est moi qui fais élire lui. Oui, quand il est mort, je suis vice-président, je devenais président. Je dis, putain, ça me fait trop maintenant, tout ça. Il y avait plus, on était encore 30 dedans. Et à lui, j'ai dit, ça t'intéresserait de faire président? Tout ça, il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, viens voir, je t'ai fait voir tout ça. Et il a été président, et je suis resté son trésorier. Voilà comment il est devenu président. Alors, si, je vois que finalement, il y a un esprit de camaraderie depuis... complètement. Voilà. Complètement. Depuis la résistance jusqu'à maintenant, on pourrait dire, dans les associations. Oui, oui. D'ailleurs, on a eu notre réunion de l'Assemblée générale de la fraternelle, là. Et j'ai invité Mosser, celui que vous allez rencontrer demain. Et après, je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Oh, pétard, l'ambiance, magnifique, magnifique. Il m'a dit, pétard, j'aurais aimé que tu m'appelles avant. Mais je n'ai pas pu l'appeler avant. Parce qu'il m'avait envoyé une lettre et une photo de nous deux ensemble en militaire. Je ne l'ai jamais reçu, moi, ça. Bien sûr, c'est un grand truc d'amitié, un grand truc d'amitié. Même dans la résistance, là, c'était un grand truc d'amitié. Hein. Surtout chez nous, les jeunes. Hein. Moi, j'avais 16 ans, hein, et tout le monde avait à peu près le même âge. Hein. Mais on avait un gars, celui qui était lieutenant dans l'armée française, il s'était replié ici, il était professeur au truc, là. À lui, les Boches, il ne voulait pas le voir. Hein. Et un jour, il m'a dit, tu veux venir avec moi? Il y avait les Allemands, les Américains, ils étaient à l'entrée d'Antibes, là. Il dit, où tu vas? Ben, je vais chercher de l'essence. Et on est partis tous les deux en moto. Il est arrivé en bas. Il avait une lettre du commandant, que c'était lui qui l'avait écrite. Il dit, on veut de l'essence pour le groupe, comme ça. Il nous avait donné un bidon d'essence, un jerrycan. Lui, il était là, moi j'avais la jerrycan ici. Et hop, on a eu 25 litres d'essence. Voilà. Putain, lui, il était gonflé. Hein. Et c'est lui qui était notre rapport entre nous et le commandant Vérine. Voilà. Et 2-3 conférences, un peu, ça, mais vos gueules, attention, le moindre geste, on ne se connaît pas. Et il nous filait les froids. Hein. Voilà. Et on est allé une fois, on l'a fait qu'une fois, les Croix de Lorraine. Voilà. Et c'est lui qui avait tout organisé. Il a dit, alors où c'est? Je vais vous faire voir où c'est que... Il avait déjà caché le pot avec 2 pinceaux. Un, il faisait ça, l'autre, il faisait appui. Ça, c'était bien. Et puis, on a fait une fois aussi une distribution de tracts. Je ne l'ai même pas lu. Hein, ce tract. Il était plié en 4 dans les boîtes aux lettres. Voilà. C'était bon, c'était bien.